Bonjour les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action Intel. Donc la vidéo sera découpée de la manière suivante. Dans un premier temps, je vous ferai une présentation de l'entreprise, puis j'analyserai ses finances pour voir si Intel est un bon investissement. Ensuite, je calculerai la valeur intrinsèque et je vous ferai une petite analyse technique. Pour finir, je vous donnerai mon avis sur l'action, vous dire si je possède cette action en portefeuille et si oui à combien je l'ai pris. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez la vidéo pour me motiver à continuer de partager mes analyses. Mais également dites-moi en commentaire quelle partie vous préférez afin de savoir le contenu qui vous plaît. Je vous mettrai également en description les différentes parties de la vidéo, comme ça vous pourrez choisir les parties qui vous intéressent, mais je vous conseille de regarder entièrement la vidéo pour avoir l'analyse complète de l'action Intel. Mais avant ça, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Je précise que je ne suis pas un conseiller financier, mais un simple amateur qui vous partage ses analyses et son parcours d'investisseur en bourse. Tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Intel Corporation est une entreprise américaine fondée en 1968 par Gordon Moore, Robert Noyce et Andrew Grove. Intel est connu pour la fabrication de microprocesseurs, de cartes mères et des processeurs graphiques, mais on va voir qu'Intel est bien plus que ça dans la suite de la vidéo. Intel est coté au Nasdaq sous le symbole INTC, sa capitalisation boursière s'élève à 190 milliards de dollars à l'heure où je tourne cette vidéo et elle est à la 12e place du Nasdaq. Intel a pour principal concurrent Advanced Micro Devices, AMD, qui est je trouve une très belle entreprise que je compte faire en vidéo plus tard. Le marché des semi-conducteurs est en forte croissance depuis des années et il risque de continuer dans cette lancée, car dans notre quotidien on utilise de plus en plus des semi-conducteurs, que ce soit dans les voitures électriques, dans les appareils numériques, dans l'intelligence artificielle, les data centers ou encore dans l'énergie comme les panneaux solaires. Donc clairement le marché des semi-conducteurs est un marché qui va croître dans les prochaines années. Si je reprends le propos de Gartner, en 2021 le marché des semi-conducteurs a dépassé les 500 milliards de dollars et il devrait doubler pour atteindre les 1000 milliards de dollars d'ici la fin de cette décennie. Cela ferait une croissance annuelle du marché des semi-conducteurs entre 5 à 10%, ce qui est une croissance forte pour un marché. Mais il prévoit que la pénurie ainsi que les problèmes de chaîne d'approvisionnement se maintiendra au moins jusqu'en 2023. Alors je vous ai mis un graphe qui montre les parts du marché d'Intel dans les processeurs et on remarque que Intel a plus de 60% des parts du marché, mais on voit qu'Intel commence à perdre des parts de marché entre 2016 et 2017. Cette baisse est due au fait qu'Intel n'était plus à la pointe de la technologie comparé à ses concurrents, ce qui était une mauvaise stratégie, mais ils ont changé de stratégie en changeant de CIO et en mettant Pat Gelsinger aux commandes d'Intel. Je vous présenterai la nouvelle stratégie juste après avoir présenté les différentes divisions d'Intel, car on verra dans l'analyse financière qu'il faut croire à la renaissance d'Intel dans les prochaines années si on veut investir dans l'entreprise. La première division est le Client Computing Group qui se compose principalement des processeurs PC de la société et des ventes de composants connexes. Intel pense que cette division va contribuer de manière significative à la croissance d'Intel et Intel s'attend à ce que ce marché reste robuste et se développe davantage, en particulier grâce à la demande d'ordinateurs qui augmente avec le numérique qui se développe ou encore le télétravail, mais également avec l'augmentation de la classe moyenne dans le monde qui peuvent de plus en plus se payer des ordinateurs ou même plusieurs ordinateurs. On voit que Intel a un peu moins de 60% des parts du marché des processeurs dans les ordinateurs fixes et un peu moins de 80% pour les processeurs dans les ordinateurs portables. Donc on voit qu'Intel a une position dominante sur ces marchés et je pense qu'elle va continuer à la garder. Donc pour conclure sur cette division, elle va servir de base solide pour Intel et va permettre de transférer l'argent réalisé grâce à cette division dans des divisions où Intel va chercher de la croissance plus forte, comme on verra par la suite. La deuxième division est les Data Center and AI Group. Cette division regroupe tous les processeurs utilisés dans les centres de données ou encore dans l'intelligence artificielle. Avec les capacités logicielles et matérielles de pointe d'Intel, la société peut conquérir de nouvelles parts sur des marchés à croissance rapide tels que l'intelligence artificielle ou encore la cryptographie, tout en augmentant les revenus des centres de données. Comme on peut le voir sur le graphe, Intel a un monopole sur les processeurs et dans les serveurs, donc dans les centres de données. Et ça, c'est un pricing power extrêmement puissant pour moi car on a besoin de plus en plus de serveurs dans le monde et le fait que Intel a ce monopole sur un secteur qui est en croissance permet à Intel d'avoir une base encore plus solide. La troisième division est l'Accelerated Computing System and Graphics Group. Donc cette division est en bonne voie d'expédier ses premiers produits et de générer un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard de dollars en 2022.
La division AX et G pourrait devenir un énorme moteur de croissance pour Intel. Ce segment d'activité est différent de la division Client Computing Group ou du Data Center and AI Group où Intel jouit déjà d'une position dominante. Intel ici est un nouvel arrivant dans l'espace des cartes graphiques ou GPU, qui est actuellement dominé par Nvidia et AMD, mais il pense qu'il pourrait prendre une part importante de ce marché dans les 5 prochaines années. Intel prévoit un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars cette année, ce qui ne représenterait qu'une petite fraction du chiffre d'affaires estimé de la société à 76 milliards de dollars pour 2022, et Intel s'attend à ce que le chiffre d'affaires de cette division atteigne les 10 milliards de dollars d'ici 2026, car il vise plusieurs opportunités à croissance rapide sur ce marché. Intel prévoit d'expédier 4 millions de ses GPU pour les ordinateurs au grand public en 2022, et si Intel atteint son objectif d'expédition annuel, il pourrait prendre une bonne part du marché des GPU en 2022. En effet, 42 millions de cartes graphiques ont été vendues en 2021, donc l'objectif de 4 millions de GPU d'Intel indique que le fabricant de puces cherche à accaparer 10% de cet espace lucratif cette année. Ce serait une excellente nouvelle pour les investisseurs, car le marché des GPU pourrait atteindre 54 milliards de dollars de revenus d'ici 2025. Intel pourrait donc réduire la part de marché des GPU de Nvidia et de AMD cette année et préparer le terrain pour une croissance supplémentaire dans ce segment avec le lancement des futures générations de cartes graphiques en 2023 et 2024. Intel affirme également que plus de 85% des superordinateurs dans le monde sont alimentés par ses processeurs de serveurs Xeon. Donc la société prévoit d'utiliser sa position solide sur ce marché pour introduire des GPU de centres de données capables de s'attaquer aux charges de travail de calcul haute performance et d'intelligence artificielle. Pour la quatrième division, Intel a proposé de fabriquer des puces pour d'autres entreprises dans le passé, mais cet effort n'a jamais vraiment décollé. Cette fois-ci, Intel semble pleinement déterminé à devenir un acteur majeur dans le secteur de la fonderie. La société sera en mesure d'offrir une capacité de fabrication aux États-Unis et en Europe. Si Intel réussit à devenir un fournisseur majeur de services de fonderie, la marge pourrait potentiellement s'améliorer compte tenu de la rentabilité de Taiwan Semiconductor, une entreprise taïwanaise qui est dans la fonderie et qui a des marges exceptionnelles, et Intel fait face à de nombreux défis car les concurrents peuvent ne pas vouloir se tourner vers Intel pour la fabrication, et il faudra d'énormes investissements pour surmonter l'avance de fabrication que Taiwan Semiconductor a. Mais l'activité de fonderie pourrait être très rentable pour Intel à long terme si tout se passe bien. La cinquième division, la mise en réseau et l'edge computing sont une industrie en pleine croissance. Pour accélérer la croissance de ce marché et stimuler la transition vers une infrastructure définie par logiciel et entièrement programmable, Intel a créé le Network and Edge Group en 2021. Intel s'attend à ce que les revenus des réseaux et de la périphérie augmentent à un rythme plus rapide que l'ensemble des autres divisions au cours de la prochaine décennie et contribuent de manière significative à la croissance globale de l'entreprise. Pour tirer parti de cette opportunité, Network and Edge produit du matériel programmable et des logiciels ouverts, du cloud à l'intelligence artificielle en passant par Internet et les réseaux 5G. La sixième division est Mobileye, qui est une société israélienne qui développe des systèmes anti-collision et d'assistance à la conduite de véhicules. Mobileye opère également dans le développement de la voiture autonome. En mars 2017, la société est rachetée pour 15 milliards de dollars par Intel. Mobileye figure parmi les entreprises leaders dans les systèmes avancés d'aide à la conduite. On les retrouve dans les voitures de marques comme BMW, Volkswagen et Nissan, ce qui leur permet de collecter de nombreuses et précieuses données qui les aident à développer son système de conduite autonome. L'entreprise déploie des robots taxis dans des villes comme Paris et New York et a récemment annoncé un partenariat avec Bentley afin de concevoir et déployer aux États-Unis des navettes autonomes. Intel a annoncé le 7 mars 2022 que Mobileye avait déposé son dossier auprès de la Security and Exchange Commission afin de rentrer en bourse. Donc Intel a déboursé 15,3 milliards de dollars précisément pour s'emparer de Mobileye en 2017 et aujourd'hui Mobileye pourrait être valorisé aux alentours de 50 milliards de dollars, donc une belle plus-value pour Intel. Cette introduction en bourse s'inscrit dans la stratégie d'Intel visant à se recentrer sur ses activités principales, même si Intel gardera une part majoritaire dans Mobileye. Pour finir, nous avons une partie où Intel regroupe tous les autres business, mais on ne connaît pas plus sur eux, mais on remarque que pour le moment, ils sont en perte.
La répartition du chiffre d'affaires par division est la suivante, plus de 51% pour le Client Computing Group, 28% dans les Data Center and AI Group, 10% dans le Network and Edge Group et à peu près 1% pour Mobileye, la service de fonderie ou la division des GPU et enfin 6% pour les autres choses. Quant à la répartition géographique, nous avons 20% en Chine, 17% à Taïwan, 18% aux États-Unis, 18% à Singapour et 20% dans les autres régions, dont l'Europe. On peut trouver bizarre le fait que les États-Unis comptent si peu dans les ventes, mais Intel ne vend pas ses processeurs aux clients, mais à des entreprises qui les utilisent dans leurs produits, et la majorité de ces entreprises se situent en Asie. Pour la stratégie, Pat Gelsinger, le président directeur général de Intel, dit qu'ils peuvent accélérer la croissance de leurs revenus de 10 à 12% d'une année sur l'autre d'ici 2026 en doublant l'innovation, en favorisant une collaboration encore plus étroite avec nos clients et partenaires et en tirant parti de nos forces fondamentales pour développer avec succès les marchés traditionnels et en perturber de nouveaux. Pour 2022, Intel prévoit un chiffre d'affaires de 76 milliards de dollars, une marge brute de 52% et un bénéfice par action de 3,50 $. Le flux de trésorerie, quant à lui, devrait être négatif de 1 milliard de dollars à 2 milliards de dollars, car la société augmente ses investissements et pour accélérer sa croissance à long terme. Depuis qu'il a annoncé cette stratégie, Intel a annoncé un investissement initial de plus de 33 milliards de dollars pour la R&D et la fabrication de semi-conducteurs dans l'UE. Il y aurait 17 milliards de dollars dans une méga site de pointe de fabrication de semi-conducteurs en Allemagne, 12 milliards d'euros supplémentaires dans un projet d'expansion en Irlande en doublant l'espace de fabrication, et enfin 4,5 milliards de dollars dans une usine de fabrication Baghand à la pointe de la technologie en Italie. Au total, Intel prévoit de dépenser plus de 33 milliards de dollars pour ses investissements manufacturiers et en augmentant considérablement ses capacités de fabrication dans l'ensemble de l'UE, ce qui pourrait leur permettre de prendre énormément de parts à leurs concurrents en Europe. La construction de cette méga usine devrait commencer au premier semestre de 2023 et la production sera mise en service à la fin de 2027. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, Intel investit énormément actuellement et on ne verra que les fruits de ces investissements dans quelques années, donc faut pas s'attendre à une croissance des revenus de Intel à court terme, mais voir le potentiel à long terme. Intel a fait l'acquisition également de Tower Semiconductor, une société israélienne qui fabrique des circuits intégrés pour 5,4 milliards de dollars. Et enfin, Intel annonce son projet de site en Amérique avec un investissement historique dans l'Ohio, où Intel compte investir plus de 20 milliards de dollars pour construire 2 nouvelles usines. La construction devrait commencer à la fin de 2022 et la production sera mise en service à la fin de 2025, donc elle sera en marche avant l'usine qui se situe en Allemagne. Donc voici les investissements faits pour le moment par Intel, et maintenant à vous de voir si ces investissements peuvent être une opportunité pour Intel ou alors est-ce que Intel fonce droit dans le mur. Pour ma part, j'y crois énormément et la renaissance de Intel et à sa croissance également. Alors avec ces investissements et d'autres qui ne sont pas encore faits, Intel prévoit pour 2023 et 2024 une croissance du chiffre d'affaires, une marge brute qui reste entre 51 à 53% et un flux de trésorerie qui pourrait ne plus être négatif. Et enfin, pour 2025 et 2026, qui sont pour moi des années plus importantes que 2022, 2023 et 2024, car les investissements commenceront à porter leurs fruits. Donc à partir de 2025, Intel espère avoir une croissance minimum de 10% pour le chiffre d'affaires, une marge brute entre 54 et 58% et un flux de trésorerie de 20% du chiffre d'affaires. Donc avec tous ces investissements, on voit bien que Pat Gelsinger essaye de relancer Intel vers l'avant, et je pense encore une fois que c'est la chose à faire car Intel a énormément de cash et elle peut investir énormément pour rattraper son retard. Passons à l'analyse financière et commençons par le compte des résultats. Donc on a un chiffre d'affaires qui est en croissance, mais on remarque que le résultat d'exploitation stagne, ce qui veut dire que l'entreprise perd sûrement des marges. Mais comme j'ai dit avant, l'état financier de l'entreprise ne va pas être en croissance car elle est en plein renouvellement, mais c'est quand même bien de regarder si l'entreprise risque de faire faillite ou pas. Donc ensuite nous avons le résultat net et les bénéfices par action qui stagnent. Donc encore une fois ça ne me choque pas et j'aimerais que Intel arrive à maintenir cette stagnation le temps qu'elle finit ses investissements.
Pour le bilan, on voit que Intel a une trésorerie de 28 milliards de dollars, donc ils ont énormément de cash en réserve. Et pour ce qui est de la dette à long terme, elle risque de grossir avec les investissements faits par Intel, mais elle est plutôt bien gérée car elle n'est pas si haute quand on voit la trésorerie qu'Intel a, donc je ne me fais aucun souci pour le long terme. De plus, la dette par rapport aux capitaux propres est inférieure à 1. Alors, ça dépend de la nature du business de l'entreprise, mais en général, quand la dette sur capitaux propres est inférieure à 1, alors on dit que l'entreprise n'a pas de risque de faillite à long terme pour le moment. Ensuite, j'ai mis les actifs circulants en fonction des passifs circulants. Comme je le dis dans chaque vidéo, il permet de voir si l'entreprise a de quoi payer ses dettes à court terme, et pour cela, l'entreprise doit avoir plus d'actifs circulants que de passifs circulants, ce qui est le cas pour Intel. Pour finir avec le bilan, je regarde les capitaux propres et je vérifie bien qu'ils sont en croissance, car même si Intel investit énormément, elle ne doit pas détruire de la richesse créée, et Intel a bien les capitaux propres en croissance, donc c'est parfait. Pour le flux de trésorerie, j'aime regarder le free cash flow, donc c'est le cash que l'entreprise gagne réellement à la fin de l'année. Je rappelle qu'avec ce cash, les entreprises peuvent soit les réinvestir pour croître, soit faire des rachats d'actions, soit rembourser ses dettes s'ils en ont, ou encore rémunérer ses actionnaires avec un dividende. Alors on remarque que le free cash flow a énormément diminué en 2021. Il faut savoir que le free cash flow est calculé de la manière suivante. Le cash réalisé grâce aux activités d'exploitation, moins le cash utilisé pour l'investissement. Donc quand on regarde le tableau des flux de trésorerie net fournis par les activités d'exploitation, elle diminue légèrement. Mais le flux net de trésorerie utilisé pour les activités d'investissement augmente également, ce qui fait que d'une part Intel a eu une moins bonne année en 2021, mais elle a également investi plus que d'habitude, donc automatiquement le free cash flow diminue. Il sera encore bas pour 2022 et peut-être même en 2023. Avec cette diapo, je voulais vous montrer que Intel continue à faire des rachats d'actions, ce qui est une très bonne chose quand on est actionnaire, car ça nous permet d'avoir une plus grosse part des bénéfices sans même acheter plus d'actions. De plus, Intel distribue un dividende qui est en croissance sauf en 2019, ce qui permet aux actionnaires de toucher quelque chose le temps que les investissements portent leurs fruits. Et enfin, je vous ai mis le payout ratio pour vous montrer que le dividende est sécurisé et il peut même continuer à augmenter à l'avenir car il distribue seulement 30% des bénéfices, même si je préfère personnellement qu'ils investissent dans la croissance au lieu de distribuer un trop gros dividende. Pour finir l'analyse financière, je regarde quelques ratios sur l'entreprise, donc je commence par le PER. Actuellement il est de 8,97, ce qui est moins élevé que la PER moyen historique qui est aux alentours de 13, si on regarde les 10 dernières années. Donc actuellement on peut dire que l'entreprise est sous-évaluée si on regarde le PER. Maintenant si on regarde le price to cash flow, qui est le cours divisé par le free cash flow par action, on voit qu'on se situe encore une fois en dessous de la moyenne qui est de 7,50. Donc que ce soit pour le PER ou le price to cash flow, Intel est sous-valorisé. Ensuite nous avons le PEG ratio, qui est un ratio beaucoup utilisé par Peter Lynch. Il dit que si le PEG est inférieur à 1, alors la valeur est sous-évaluée, et si le PEG est égal à 1, la valeur est au bon prix, et si le PEG est supérieur à 1, l'entreprise est surévaluée. Donc ici Intel a un PEG à 2,52, ce qui est élevé, mais ici je regarde pas trop ce ratio, car il prend en compte le taux de croissance de l'entreprise. Or, la croissance est difficilement calculable sur Intel étant donné qu'elle investit énormément en ce moment et on ne peut pas savoir précisément ce que ça va donner. En général, j'aime bien regarder ce ratio quand on a une vision assez précise de la croissance future de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas pour Intel pour ma part. Pour finir avec cette diapo, je regarde le price to sell. Donc cet indicateur permet de voir combien vous payez pour 1 euro de vente. Donc plus ce ratio est haut, plus vous payez cher l'action. Et ici Intel a un price to sell de 2,26, ce qui est tout à fait raisonnable pour une entreprise de cette envergure. Ensuite, on a la marge brute et la marge nette qui permet de voir si l'entreprise a un avantage concurrentiel selon Warren Buffett. Il faut que la marge brute soit au-dessus de 40% et une marge nette au-dessus de 20% pour une entreprise américaine. Donc on voit que Intel a largement un avantage concurrentiel. Tout le monde connaît Intel et presque tout le monde utilise des produits d'Intel. Enfin, pour regarder la rentabilité de l'entreprise, je regarde le ROE et le ROIC. Donc selon Peter Lynch, l'argent est bien investi quand on a un ROIC de moins de 8% et un ROE de moins de 13%, ce qui est encore une fois largement dépassé par Intel. Alors si vous avez vu la partie stratégie de Intel dans la vidéo, je vais m'aider des estimations que Intel fait pour les 5 prochaines années afin d'essayer de valoriser au mieux Intel. Donc pour le scénario normal, je vais prendre une croissance négative de 5% les 5 prochaines années, car Intel va développer leur activité et être moins présent sur la performance des résultats.
Mais pour la suite, j'ai mis une croissance de 10% comme Intel le prévoit. Et je mets un PER de 10 qui est inférieur au PER historique des 10 dernières années pour être conservateur. Et on voit que si toutes ces hypothèses se font et qu'on cherche un rendement de 10%, il faudrait acheter Intel à 48,89 €. Ensuite, pour le scénario optimiste, j'ai choisi de mettre comme hypothèse une croissance égale à 0% pour les 5 prochaines années et ensuite une croissance de 10% et un PER de 15. Pour ma part, c'est une hypothèse qui peut être également probable et on voit qu'on devrait acheter Intel à 84 € pour avoir un rendement de 10%. Et enfin, pour le scénario pessimiste, j'ai mis une décroissance de 10% les 5 prochaines années, puis une croissance de 5%, ce qui est très inférieur aux estimations de Intel pour le futur, mais on ne sait jamais, et il faut se préparer au pire. Donc avec ces hypothèses, il faudrait payer Intel à 35 € alors que le prix actuel est de 44,30 centimes à l'heure où je tourne la vidéo. Ce qu'on peut voir avec ces différents scénarios, c'est qu'Intel est sous-évalué pour moi, car j'ai créé des scénarios assez conservateurs, je pense, et l'action est quand même en dessous des prix que je dois payer pour rentrer. Sauf pour le scénario pessimiste, mais il y a peu de chances pour moi que ce scénario se passe. Alors au niveau de l'analyse technique, sur Intel, je vois un gros support au niveau des 40-44 €, donc c'est le plus haut dès l'année 2000. C'est également un support qui a été touché en septembre-octobre 2018, un support qui a été également touché vers mai 2019, pendant la crise du Covid, en novembre 2020, et là on retourne vers ce support. Ensuite, j'ai trouvé une oblique haussière qui avait commencé en novembre 2012 et qui a quand même 1, 2, 3, 4, 5 touches, et là on arrive sur la 6e touche à l'heure actuelle. Donc clairement pour moi, si on veut investir sur Intel, on est sur une zone d'achat pour le long terme. Pour conclure, pour moi les semi-conducteurs et le pétrole du 21e siècle, on aura de plus en plus besoin de semi-conducteurs et les entreprises qui travaillent dans ce secteur vont pour moi devenir des gros machines à cash. Donc en ce moment j'investis énormément dans les entreprises de ce secteur qui me plaît particulièrement. Donc je suis en train de construire une ligne sur Intel qui pour moi peut être le leader ou du moins un des leaders des semi-conducteurs, même si Intel a prévenu qu'il n'y aura pas d'énormément de croissance dans les 2-3 prochaines années. Ça me dérange pas car je vise le long terme et je suis très positif sur l'évolution qu'Intel prend depuis 2021 afin de prendre les choses en main. Alors j'ai un PRU sur Intel de 45,13 € et je compte continuer à acheter des actions Intel. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vois que de plus en plus de personnes aiment mes vidéos et ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu également et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et vous abonner pour voir d'autres analyses d'entreprise.